C'est difficile les signes de l'autisme à préciser, mais il y en a un qu'on trouve toujours, qui n'est d'ailleurs pas un signe décrit dans les manuels, mais qui est un signe relationnel. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe d'une personne autiste qui dit « il est dans son monde ». C'est un invariant sémiologique. À partir de là, je me suis dit « mais quel est ce monde ?» Et je me suis aperçu que ce monde, bon, c'était un pays virtuel, ça n'existe pas, bien entendu, que les personnes autistes ils vivent dans notre monde, dans notre société, dans le pays réel, mais qu'on a toujours l'impression qu'ils habitent un pays virtuel, que leur imaginaire peuple peut-être de cauchemars, de choses terrifiantes, peut-être de rien d'ailleurs, c'est peut-être un désert, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, ils sont vraiment dans leur pays autiste. Et puis, depuis une vingtaine d'années, il y a un intérêt croissant de la société normale, du pays réel, pour ce pays autiste. De plus en plus de personnes, pas forcément des personnes en contact direct avec les personnes autistes, s'intéressent à tout ce qui se passe autour de l'autisme, si bien que c'est devenu une configuration culturelle au sens où les anthropologues parlent de cette notion, c'est-à-dire un ensemble de représentations. Et je trouve que le pays autiste, alors c'est le pays qu'habitent les personnes autistes, c'est des, on pourrait dire c'est des habitants droit du sol, si vous voulez, pour avoir son passeport de résident à vie dans le pays autiste, c'est dans les définitions internationales que ça dure toute la vie. Pour avoir son passeport de résident à vie, il faut réussir aux examens d'entrée qui sont les critères diagnostiques internationaux, qui sont bien précisés par le DSM-4, par la CIM-10, et qui tiennent principalement sur le fait que ça doit commencer avant 3 ans. Vous aurez votre passeport pour être un habitant en pays autiste si vous avez eu des troubles avant 3 ans. Si ces troubles comportent 3 grandes catégories, des troubles de la relation, ce que les Américains appellent l'interaction qualitative et quantitative, des troubles de la communication, et principalement de l'utilisation du langage, et des troubles de la pensée, des conduites, un intérêt restreint, répétitif, et des rituels, et d'une tendance à l'immuabilité qui est très gênante socialement. Alors, dans le pays autiste, il y a les habitants droit du sol, et puis il y a les habitants droit du sang, si j'ose dire, les parents, qui sont binationaux. Ils sont à la fois des gens du pays réel, évidemment, mais aussi ils sont à plein temps dans le pays autiste. Alors que les professionnels, eux, si on continue la métaphore de pays autiste, ben c'est les travailleurs immigrés dans le pays autiste. Ils y sont que 35 heures par semaine, si leurs diplômes sont pas trop hauts, et plus le diplôme monte, moins ils sont longtemps avec les personnes autistes, plus ils sont qualifiés, moins ils sont en durée de vie avec les personnes autistes, ce qui fait quand même avec les parents une différence très importante, hein, en plus de la différence affective, que évidemment, quand on est parent, on est beaucoup plus mobilisé affectivement, et puis quotidiennement aussi, par la difficulté. Alors, on peut s'amuser à continuer la métaphore, parce qu'il y a beaucoup de touristes en pays autiste, à commencer par les journalistes. La couverture médiatique du pays autiste, elle est énorme, dans les télévisions, dans les médias, dans Internet. Et d'ailleurs, c'est important parce que ça contribue à cette configuration culturelle, ça contribue à faire mieux connaître ces phénomènes dans l'ensemble de la société.
Et il y a des émissions qui sont très bien faites, je trouve, de mieux en mieux faites d'ailleurs. Et puis, il y a les artistes qui s'intéressent beaucoup aux pays autistes. Et puis, il y a ceux qui le connaissent en général le moins bien, mais qui décident le plus, les élus, les administrateurs, les tutelles. Alors, quelquefois, ils le connaissent, mais pas toujours. Et alors, tout ça, ça fait l'ensemble du pays autiste. Vous savez, on pourrait faire un guide touristique. Alors, on dirait, il y a les mœurs des habitants, on mettrait les signes de l'autisme. Et puis, on dirait, il y a les contes et légendes. Les contes et légendes sur les mythes des origines. Un pays, ça a toujours des mythes d'origine. Donc là, il y aurait la vieille bagarre sur d'où vient l'autisme, pourquoi, personne ne le sait, mais tout le monde se dispute sur pourquoi. Et puis il y aurait les progrès sur comment fonctionnent ces personnes. C'est quand même là où on fait le plus de progrès, comment elles fonctionnent et comment on va devoir, nous, s'adapter à leur fonctionnement. Ça, je crois que c'est ça, les progrès actuels. Et puis, alors qu'on pourrait s'amuser à dire le pays autiste, il y a eu une époque coloniale où il était sous mandat psychiatrique. Les définitions étaient plus restrictives et les personnes autistes étaient traitées dans le milieu psychiatrique uniquement. Puis il y a les associations de parents qui ont fait des luttes, des guerres d'indépendance par rapport au mandat psychiatrique, si je puis dire. D'ailleurs, ils se sont choisis un ennemi parfait. Alors c'est Bruno Bettelheim, paix à son âme, plus... Il y aura de moins en moins de monde qui connaîtront Bettelheim quand même au fur et à mesure du temps. Et Bettelheim, dont les thèses étaient particulièrement choquantes et ont été d'ailleurs très diffusées en France avec retard, puisque les thèses de Bettelheim datent de 1950 et elles ont été vraiment diffusées en France en 1971 par d'ailleurs le biais des émissions de Carlin à la télévision. Puis on pourrait dire, oui... 74. Ah bon. Erreur. Et puis on pourrait dire qu'il y a l'époque de la décolonisation, c'est-à-dire celle où petit à petit on essaye d'avoir une conduite adaptée à la difficulté, moins théorique, moins conceptuelle, moins grandiose aussi dans nos objectifs. Donc il y a l'importance de Madame Veil, circulaire de 95, qui a permis d'ouvrir, notamment d'ailleurs d'ouvrir ce centre, puisqu'il était en partie ouvert grâce au fonds débloqué à cette époque. Il y a eu 1996 avec cette loi qui a beaucoup fait grogner les milieux psychiatriques qui n'en ont pas compris l'intérêt pour les parents de déclarer l'autisme handicap, ce qui permettait d'entrer dans le champ médico-social, qui est une petite astuce, mais une importante astuce pour la gestion des centres. D'ailleurs, on voit aujourd'hui se créer de plus en plus de centres spécialisés, ce qui d'ailleurs pose un problème parce que les centres spécialisés, ils se créent, mais les personnels, ils n'ont pas la formation et ça crée des nouveaux besoins en personnel. Et puis on pourrait citer toutes les lois qui ont amélioré les choses. Et puis on pourrait dire qu'on pourrait espérer, je crois, qu'on arrive dans l'époque post-coloniale, à l'époque où... alors on s'intéresse beaucoup en ce moment aux autistes de haut niveau. C'est très intéressant ça, parce que on a changé de conception. Il y a la notion de spectre, c'est-à-dire qu'on peut être autiste un petit peu, moyennement, beaucoup, et puis en même temps, on peut être déficitaire intellectuellement ou se développer normalement, voire même être très intelligent. Et ça nous fait une nouvelle représentation du trouble, avec cette hypothèse extrêmement intéressante, peut-être, je ne sais pas si elle est juste, mais extrêmement intéressante, c'est-à-dire que les personnes de bon niveau peuvent nous expliquer comment elles fonctionnent. Et du coup, on peut se dire que les personnes de bas niveau doivent fonctionner comme elles, bien qu'elles ne puissent pas l'exprimer. Et ça nous donne énormément de possibilités de comprendre. Lire, par exemple, les témoignages de Temple Grandin, qui est une américaine que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui a écrit, entre autres, Ma vie d'autiste et Pensée en images. Et ces témoignages nous permettent de comprendre la forme de pensée autiste, la manière d'être au monde. Par exemple, le livre Pensée en images le dit bien, priorité au mode de canal visuel pour extraire les informations dans l'environnement. Alors que nous, on aurait plutôt tendance, les personnes non autistes, à privilégier le rapport auditif et au langage. Actuellement, c'est certes mes images vous intéressent, du moins je l'espère un peu, mais c'est surtout mon discours que vous entendez. Alors une personne autiste va être plus accrochée par les images, par les choses qu'elle va voir. Une personne autiste, et Temple Grandin entre autres, mais nous l'explique très bien, elle n'utilise pas préférentiellement le langage, et ça c'est une différence
très difficile à accepter pour nous, personnes non autistes. Parce que pour nous, on a cet outil quand même qui est bien utile, qui est le langage avec lequel on peut dire beaucoup de choses, on peut suggérer beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses symboliques. Et alors, justement, il y a ceux qui ont écrit des livres de fiction, et je ne saurais trop vous recommander de vous précipiter, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour lire ce livre au titre extrêmement bizarre, Le bizarre incident du chien survenant pendant la nuit, qui est un livre où un ancien éducateur, romancier anglais, décrit un autiste de 15 ans qui mène une enquête, et c'est une façon de bien comprendre comment la personne autiste s'appuie sur une perception de l'environnement différente de nous, sur un traitement d'informations extrait de l'environnement. Il extrait, ce garçon, c'est très bien expliqué, de l'environnement des indices qui sont différents de ceux que nous, on extrairait pour comprendre le monde. Ça fait qu'il a un répertoire interactif particulier et que son mode de perception l'amène à un système de pensée, un système cognitif tout à fait différent. Temple Grandin le dit aussi, elle le dit quand elle parle de son enfance, elle parle beaucoup de sa sensorialité, elle parle de l'autostimulation de son propre corps, et combien elle attache plus d'importance à des choses inanimées qu'à des choses animées autour d'elle, combien elle a du mal avec la direction des yeux, la direction du regard, avec le décodage de l'intentionnalité dans le regard, avec l'attention partagée, l'attention conjointe sur un objet. Et bien, quand on est comme ça, évidemment, sa pensée alors a beaucoup de mal à faire des abstractions, pour parler un peu techniquement, à encoder des renseignements venus de l'environnement, et encore plus à les décoder. Et puis, c'est ce qui fait que la pensée autiste a ce côté tellement de pensée concrète, de difficulté à comprendre les métaphores. C'est pour ça que c'est un paradoxe de vous parler de l'autisme avec des métaphores, alors que les autistes ont des difficultés avec la métaphore. Et des difficultés qui sont aussi liées à une forme tout à fait particulière de la pensée de la plupart des personnes autistes, qui est la pensée contextuelle. C'est-à-dire que quelque chose peut être compris ou même appris dans un contexte donné et ne pas être employé dans un contexte différent. La notion de généraliser ce qu'on a appris à un endroit dans un contexte à d'autres contextes, qui est une notion qui nous paraît tout naturelle, et quelquefois extrêmement difficile pour les personnes autistes. Et puis, une autre donnée qu'on trouve aussi bien dans les témoignages que dans les œuvres de fiction. Redman aussi, c'est une très bonne œuvre de fiction. Bien sûr, il y a beaucoup de fiction. On a mis tous les signes d'autisme sur une seule personne. Mais c'est intéressant de le revoir parce que c'est quelque chose où tout est bien décrit. Temple Grandin nous parle par exemple de sa difficulté à généraliser une notion. Elle dit, vous dites bateau, je sais que quand vous dites bateau, ça représente l'ensemble de la catégorie des navires et que ça peut être aussi bien une petite barque qu'un contre-torpilleur. Mais elle dit, moi, quand j'entends bateau, mon esprit est obligé de revenir à une expérience que j'ai eue. Quand j'avais 5 ans, j'ai vu avec mon père un bateau dans la baie de je ne sais où, un port des États-Unis que j'ai oublié. Et c'est toujours ce bateau-là que je vois et j'ai un mal fou à imaginer que le même mot veut dire aussi d'autres bateaux. Et ça développe l'hypermnésie parce que la personne est obligée de se souvenir de choses particulières et n'est pas capable de l'associer à des choses générales. Et on a beaucoup de mal à comprendre cette pensée, cette représentation du monde, cette pensée qui cesse d'être fluide, qui a des difficultés d'associer, à généraliser les mots et d'associer, de relier des représentations avec des sentiments, avec des affects, par rapport à la représentation perçue la première fois. D'ailleurs, très souvent, les personnes autistes pensent de façon assez rigide et binaire, un peu clivée, en associant objet et idée de manière très fixe. C'est une apparence de logique, de pseudo-logique, c'est une apparence d'ordinateur un petit peu, mais c'est très peu efficace pour agir dans le monde, pour comprendre le monde. Alors c'est une pensée désorganisée et surtout qui a du mal à faire un plan d'exécution de toutes les fonctions, d'enchaîner des actions, que ce soit des actions physiques sur des objets ou des actions mentales, de les enchaîner pour réaliser quelque chose. Si bien que la personne autiste a du mal à prévoir, à anticiper mentalement, et que sa pensée est souvent très découpée,
comme un ordinateur avec petit a, petit b, petit c, et que nous, on a intérêt à suivre ça en découpant aussi les choses, mais que ça nous est très difficile.